Elgas d'avoir accepté notre invitation. Comment dire? On a eu, cette année, on a eu quand même pas mal de chance. On a eu un thème le mois dernier, c'était sur les jeunes pousses. Où on disait, bon voilà, il y a du potentiel, hein, il y a quelques auteurs qui feront la littérature des Afriques de demain. Et je me suis rendu compte que ces derniers temps, on avait quand même reçu des jeunes qui ont sorti leur premier roman, enfin, même s'ils avaient édité par ailleurs autre chose. On a reçu l'année dernière Fiston Mwanza Mojila avec Tram 83 qui a bien marché, qui était très bon, dans un style différent. On a reçu Mohamed Bougarsar, avec Terre Sainte, très dense. On a reçu quelqu'un qui va devoir nous donner quelque chose de plus dense, mais qui a vraiment un vrai talent d'écriture à Kimba, le mois dernier. On s'est rendu compte quand même qu'il y a quand même, et là avec Elgas évidemment, que je mets dans le même lot, où je pense que vraiment, on commence à voir par la partie de le sens du poil. Ça après on évacue tout ça, mais je pense que vraiment il fait partie des 5 personnes qui, si on est sur cette même lancée-là, qui sont vraiment les noms de la littérature de demain. Pas seulement. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux que je vous ai cités, ils ont à chaque fois une posture, un positionnement différent, une écriture différente. Ce n'est pas du copier-coller, ce n'est pas faire la même chose que tout le monde. Quand on lit Fiston, Femme 83, et quand on lit Mohamed Bougarsar, ça n'a rien à voir. Et la densité de ces livres-là, elles sont équivalentes. Quand on lit Akimba et on lit Elgas, le style n'a rien à voir, le rythme de l'écriture n'a rien à voir, les thèmes abordés n'ont rien à voir, mais en termes de puissance d'écriture. Et là-dedans, je mettrai quelqu'un qui n'en est pas à son premier roman, qui en est déjà à 3, Elie Boum aussi, qui je pense que vraiment, il faut suivre ces auteurs-là, il faut les surveiller. Et donc moi j'ai découvert avec bonheur Elgas, qui nous propose je dirais un récit. On a pris ça sur le plan du récit, mais c'est une espèce de récit éditorial d'un retour au pays. Hein, c'est bien ça. C'est voilà, Elgas, après 4 ans d'absence, retourne au Sénégal, et notamment de façon assez spécifique à Ziguinchor, il passe par Dakar, il parle un peu de Dakar, mais surtout à Ziguinchor. Et donc il dresse un peu le portrait comme ça, il prend 15 portraits, et à travers ces portraits-là, il raconte le Sénégal d'aujourd'hui. Tel qu'il le voit lui. Petite parenthèse, on a eu sur ce thème du retour, qui est un thème casse-gueule, parce qu'on a dit les thèmes dont j'en parle beaucoup, la migration, à chaque fois, il faut être particulièrement bon pour retraiter des thèmes qui ont déjà mille fois été traités, et avec de la pertinence. On a eu un thème là-dessus, on a parlé de ça, on a eu Théo Ananisso, on a communiqué Théo Ananisso, on a communiqué Nimrod, on a communiqué pas mal de gens qui ont écrit, réécrit sur le thème du retour au pays avec un œil nouveau. Et donc, c'est ce que Elgas nous propose. Grâce, quelques mots avec c'est quoi ton soleil? quelques mots sur le livre. Je dirais que j'ai pris ce livre-là sans savoir de quoi ça allait parler en fait. Et c'était très bien parce que j'ai été surprise. Je l'ai ouvert, je l'ai lu. Et j'ai eu l'impression d'avoir un miroir du Cameroun en fait. Bien que n'étant pas sénégalaise, j'ai eu un miroir de ce qui peut se passer au Cameroun. Je parle du Cameroun parce que je connais le pays, mais j'imagine que tu as pu avoir le même effet avec le Congo. On en parlera tout à l'heure. Et qu'on peut avoir le même effet avec beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Donc déroutée d'abord, j'ai vraiment les deux premiers chapitres, entre guillemets, c'est pas toujours des chapitres, mais 2 premiers chapitres, j'ai été déroutée. Et j'ai continué. Et ce livre m'a fait parler, ce livre m'a fait discuter, j'en ai parlé autour de moi. Je leur ai dit, attendez. Là, il faut que je vous montre. J'ai pris des photos de passages, j'ai envoyé à certaines personnes parce que honnêtement, beaucoup de choses à dire. T'as beaucoup de choses à dire. Mais comme on va en discuter, ça sert à rien que j'en parle maintenant. Je pense qu'on va Je tiens à souligner que c'est la désingueuse de Modé Palabre. Oh, la désingueuse. Oui, quand même, finalement, moi c'est toi qui désingue quand même. Donc, on va déjà sur le choix de faire ces portraits-là. Pourquoi ne pas écrire simplement une espèce de roman du retour? Qu'est-ce qu'il y a
qu'est-ce qui t'a poussé à toi de te dire, bon voilà, je prends des personnages comme ça, des portraits, et ensuite j'en profite pour jeter ma ville sur le Sénégal. Non, mais il faut savoir que mes projets d'écriture sur le Sénégal sont antérieurs au voyage. Donc le voyage a un peu fécondé le projet que j'avais précédemment. Il me semblait que la vulgate du roman était une vulgate trop simple. Chacun écrit des romans. On fait des personnages, on fait une histoire, on fait une intrigue, après il y a un prologue, un épilogue. Ça m'a paru un schéma un peu trop classique, je me suis dit, bon, essayons de faire quelque chose d'assez original. Et donc je suis parti chez moi au Sénégal donc, en 2013, après 4 ans d'absence. Alors c'est le chef du lieu de la Casamance. La Casamance a une histoire assez spéciale au Sénégal. C'est une région qui est confrontée à un irrédentisme conflictuel depuis 30 ans. Conflit de basse intensité avec... Voilà. On appelle les guerres de basse intensité, j'aime bien ce terme. Exactement. Enfin, ça se quantifie au niveau des morts. C'est pourquoi on parle souvent de basse intensité, parce qu'on ne connaît pas les charniers qu'on peut connaître ailleurs en Afrique. Donc c'est 5000 morts, avec quand même des origines qui sont ethniques, identitaires, économiques, politiques, sociales. Bon, le cocktail classique, quoi. Et donc je suis rentré chez moi. Donc, la première chose qui m'a frappé, c'est que beaucoup de gens que je connaissais qui étaient dans mon entourage, parce qu'une ville d'origine, une ville d'enfance, c'est des odeurs, c'est des paysages, c'est des personnes. Beaucoup de gens que je connaissais sont morts, voilà, sont décédés. Voilà. Et coïncidence assez macabre que je découvre aussi, ils avaient tous moins de 55 ans, moins de 60 ans. Et donc, moi qui suis apprenti sociologue et moi qui suis en féru de l'actualité africaine de manière générale, et journaliste qui suit l'actualité au quotidien, quand je vais dans les documents administratifs où je vois des chiffres finalement assez froids qui me parlent d'espérance de vie, d'indice de développement humain, ça ne me parlait pas trop. Je me disais, mais attends, ça ce sont les chiffres, ce sont des attrapes d'ogres, on va pas sur autre chose. Quoi. Et j'ai vu matérialiser en fait ce qu'il y avait de froid et de couché dans ces textes-là, dans la réalité du Sénégal que j'ai revu. Et je me suis dit, alors il y a deux choix. Je me suis vu opposer systématiquement une phrase. C'est nos valeurs et c'est nos cultures. Mais ça revient. Alors, c'est une phrase quand même assez terrible parce qu'elle vient de nombreuses bouches qui n'ont absolument rien de commun. Alors, l'exciseuse qui excise ses enfants te dit, c'est nos valeurs, c'est nos coutumes, il faut le perpétuer. Le guichetier que l'on voit à peu près dans un service administratif coupable d'un flagrant délit de corruption passive ou active, vous dit, de toute manière, ça se passe comme ça. Les gens viennent en retard, par exemple, à un rendez-vous, ils disent, excuse-moi, mais chez nous, c'est comme ça. Quelqu'un est malade, il va voir un charlatan, boire une décoction. On n'a jamais d'études assez fiables sur les retombées positives. On dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est parce que c'est nos valeurs et nos traditions. Et j'expérimente un exemple assez cocasse et finalement drôle. Chez moi, je leur ai dit, mais la bouteille d'huile, vous cuisinez avec, oui, la bouteille d'huile... C'est incroyable. Hein? Voilà, la bouteille d'huile fait une journée et demie à peu près. Dans une famille de 3 ou 4 personnes. Juste une parenthèse, l'alimentation sénégalaise, elle est très grasse. Ah oui. Mais est-ce que c'est les valeurs et les coutumes? Moi, c'est ma question. Dans tous les cas, on le dit. Je terminerai par ça. Et donc, là aussi, avec leur jovialité, leur candeur, je les adore, les membres de ma famille me disent, on a toujours fait comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça change. Je me suis dit, bon, alors, grosso modo, j'ai entendu la même phrase de provenances diverses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on capitule devant ce mur impénétrable, on dit, bon, allez, de toute manière, c'est comme ça ne changera pas, allez, on souscrit. Ou alors, on est un peu plus téméraire, on a quelques principes, on affronte ce corps social quand même assez dur, et je me suis dit, bon, ce sera mon parti. Et donc, c'est ce que je fais dans ce livre, 15 portraits où je parle du Lévira, où je parle de l'homophobie, où je parle... Alors, je sais que les procès immédiats que j'aurai, ils sont sortis avant même de la publication du livre, c'est le regard du pèlerin qui est parti voir la lumière ailleurs et qui revient chez lui faire la leçon aux autres.
C'est un procès classique en littérature africaine. Et je me suis dit, allez, affrontons ce procès parce qu'au fond, ce procès-là, dès qu'on le regarde, en fait, il est vide de substance, il n'est pas très important. Donc il faut avoir une ligne droite, une obsession. Moi, c'était les enfants des rues, la misère brute, la mort. C'est ce que j'ai essayé de raconter en essayant de convoquer finalement des épreuves ou des états qu'on peut rencontrer dans la vie, c'est-à-dire rire, s'indigner, pleurer. Voilà, c'est finalement ça la vie. Et c'est ce que je compte dans ce livre. Dans ce livre, en fait, donc, il y a 15 portraits, et puis la dernière partie, c'est une espèce d'essai qui a une focale sur le sort des enfants des rues au Sénégal, les talibés. Donc on reviendra là-dessus. On va peut-être aller un peu dans le désordre, un peu dans les portraits, hein, en fonction de ce qui nous aura plus ou moins parlé. Donc le principe là-dessus, Gast tape un peu sur tout le monde. Et je me suis permis, moi... Tout le monde a précisé que sur lui-même et sur sa famille aussi. Exactement. Ce qui est excellent là-dessus, et je pense que vraiment si on veut donner du corps à un texte, on veut donner de l'émotion, on est obligé de se livrer un peu. Donc, il ne se contente pas de venir et de dire que les rues sont sales et l'aéroport est mal construit. C'est qu'il rentre dans sa famille et il parle de sa maman, il parle de son père, il parle de ses proches, et au travers de ses proches, il parle des difficultés qu'il y a du pays. Donc il y a beaucoup d'émotions, notamment les passages sur la famille proche, les passages sur les amis qui ont disparu, Fodé ou Ndeye, et c'est très fort en fait, même la partie sur Ndeye. Et donc comment dire, en personnifiant, en mettant vraiment du corps à ces personnages-là, parce que c'est vraiment des personnages qu'il connaît, ils racontent leur drame, et il le lie en fait au drame du pays, parce que au final, le drame de ce personnage-là, c'est un peu le quotidien de tout le monde dans le pays. Et c'est là où c'est vraiment très 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 fort, parce qu'on n'est pas dans la dénonciation gratuite de ce qu'il y a, c'est qu'on est dans regarder cette personne-là, voilà ce qui s'est passé. Et elle a commencé en le disant, il a l'impression qu'il a écrit un livre sur le Sénégal, mais il n'a pas écrit un livre sur le Sénégal. Il a écrit un livre africain, mais vraiment. Et là, on est vraiment sur ce que nous, en Palabre, on dit, c'est qu'on est Palabre autour des arts, on parle de littérature des Afriques, parce que moi, quand je le lis, je me suis permis de faire un texte là-dessus, quand je le lis, chaque extrait de ce qu'il raconte, je peux le mettre en RDC, et au Congo-Brazzaville, c'est la même... En ayant juste des focales différentes, par exemple, quand il tape sur la religion, lui parle sur la religion musulmane, chez nous c'est la religion chrétienne, mais c'est pareil. C'est pareil. Mais dans chaque portrait, c'est vrai qu'on retrouve quelque chose qu'on voit. Et en plus, parfois ça ouvre même les yeux, parce que même pour quelqu'un comme moi qui ne vient pas du Cameroun, mais qui y est suffisamment de fois souvent pour entrer dedans, parfois on entre dedans, on ne se rend même pas compte qu'on a fini par accepter ou par occulter certains aspects qui paraissent pourtant... Quand on lit ce qu'il écrit, on se dit mais c'est vrai en fait. On le voyait même plus. Parce que c'est ça, c'est que... Oui, alors, je resserre de cette introduction parce qu'il y a eu un drame assez terrible. La vie de ces enfants-là en elle-même est un drame. Il faut imaginer une enfance violée, des enfants entre 5... le spectre chronologique est plus large, jusqu'à 18 ans. Très très souvent, parce qu'il n'y a pas d'études sociologiques forcément sur leur devenir après. Donc d'ailleurs, ça rajoute de la tragédie à une tragédie. Parce que quand ils sortent de l'adolescence, ils sont pas repérés par les radars, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, grosso modo. Donc entre 5 et 18 ans, on a des enfants. Alors le contrat initial, il est assez noble. On va envoyer nos enfants chez un maître coranique pour qu'il leur inculque finalement un savoir à la fois religieux, mais aussi diverses leçons qui ont trait à la manière qu'on a finalement de façonner l'image de la virilité chez nous, la privation, la dureté et tout le reste. C'est pourquoi ces enfants-là... Un homme doit vivre dans la dureté. Ouais. Ça, c'est des choses que l'on retrouve dans nos sociétés, et pas uniquement d'ailleurs dans nos sociétés. Ici aussi, et même le culte de l'honneur dans les pays asiatiques, on le retrouve aussi. Et donc, ces enfants-là se réveillent souvent à 6 h du matin. Ils doivent amener un pécule par jour, sinon ils sont exposés à des coups. Dans une société pauvre, il faut voir après ce que ça peut donner, toutes les tentations qu'il peut y avoir dans la sphère urbaine, tout simplement. Pour schématiser, on peut parler des pédophiles, des
ils deviennent des exutoires. Et là où c'est intéressant, c'est d'élargir un peu l'aréopage pour voir ce que sociologiquement et anthropologiquement aussi ça nous dit de notre société. On a besoin de ces enfants-là, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, quand on a envie de faire une offrande et un sacrifice pour donner à manger, pour des imaginaires fétichistes ou pas d'ailleurs, même religieux, on a besoin d'avoir ces enfants-là qui viennent manger. Parenthèse, lisez La grève des battus de Aminata Sofal, qui justement parle de ces mendiants-là qui un jour décident de faire la grève, et on vous explique en fait en quoi ils sont importants dans la ville. Le fait qu'un jour on décide de faire le ménage parce qu'ils font sale dans la ville, on les vire au coin touristique parce qu'ils font peur aux touristes, et puis après on se rend compte que maintenant la société en a besoin. La société en a besoin parce qu'il faut faire la bonne action. Voilà, c'est un excellent livre classique, il faut faire la bonne action. À compléter avec un film aussi formidable de Ousmane Sembène, qui est sans doute le cinéaste, l'auteur, un profil exceptionnel de l'univers culturel du Sénégal, qui a fait Hala. Hala, qui est un film sur l'impuissance d'un notable du régime qui épouse une quatrième femme et qui devient impuissant. Et donc il y a toute une intrigue qui est construite autour de ça, où il doit aller aux origines de la tradition et des fétichistes pour retrouver sa virilité. Et donc, à la fin, pour retrouver sa virilité, tous les mendiants, les crasseux, les gueux, les sans grades qui sont dans la rue, ils crachent dessus. Et donc, la scène d'ailleurs est assez invivable, physiquement, quand on la regarde. Voilà, c'est une allégorie de la société sénégalaise telle que Sembène sait très très bien la produire de manière générale. Ça c'était une petite parenthèse. Bon, ces enfants des rues occupent un vide social. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de travaux de sociologues qui ont bossé sur cette question de manière tout à fait profonde. Et c'est pourquoi le problème, il est difficile à régler. Parce que le problème, il est inféodé à la logique religieuse. Si aujourd'hui, mon camarade Josh va au Sénégal, prend des enfants, les met dans 4 murs et essaie d'en tirer profit, de les utiliser comme un instrument à gain facile, aujourd'hui, il y a la police qui le cueille dès le lendemain. Mais ces enfants-là au Sénégal, on ne peut pas arrêter ça parce que tout simplement, ils ont la contrepartie religieuse supposée. À partir du moment où cet alibi vient là s'enraciner dans les consciences, ça opère une forme d'anesthésie et d'absolution. On ne peut rien faire. Et puis là, pour la société, c'est pour déculpabiliser la société. Oui. On n'est pas très fier de soi, bah, on donne l'aumône au talibé, et puis derrière on lave la conscience de chacun, et puis on repart pour une belle journée. Et puis pour terminer, les problématiques annexes sont démographiques, géopolitiques. Alors démographique, je m'explique. Il y a une natalité qui est assez forte. Au Niger, on va aller encore, c'est 7 enfants par femme. Au Sénégal, on est entre 3, 4 et 5, il me semble. Voilà. Et avec le concours d'une pauvreté encore plus terrible, surtout dans les zones rurales, les mamans sont obligées parfois, tout simplement, et les papas aussi, de se séparer de leur enfant. Donc les orphelins, qui sont issus parfois de familles aussi monoparentales, deviennent donc ces instruments à gain facile chez les maîtres coraniques, chez qui d'ailleurs on n'a sondé aucune aptitude à transmettre un savoir religieux. Bien, il n'y a aucune forme de régulation, tout se fait à l'amiable et tout le reste. Et ces enfants-là annonnent le Coran, ils ne l'apprennent pas. Ils l'annonnent, c'est-à-dire ils sont là devant leur ardoise en bois, on a écrit dessus des sourates, chaque jour il faut mémoriser à peu près une sourate. Quand on ne la mémorise pas, on se fait tabasser. De toute manière, le moindre prétexte est bon pour être tabassé. Et donc voilà. Et donc on est dans un cul-de-sac, mais formidable. C'est-à-dire, il y a des drames récurrents, chaque année ou chaque jour, il y a des drames, il y a une catastrophe. Alors, il y a une agitation formidable. Les indignations se succèdent aux indignations. Alors, on fait une grande cérémonie, et puis devant la calebasse nationale, tout le monde vient verser sa larme et tout le reste. 2 jours après, le lendemain reprend son droit, l'actualité digère la tragédie, on passe à autre chose. Et pour parler
j'en terminerai là sur ces enfants-là. La problématique, moi je suis parti chez toi. À Brazzaville, j'ai été invité par l'Institut français pour parler de journalisme. Et donc j'ai rencontré aussi des enfants des rues. D'ailleurs, c'est pourquoi souvent les problématiques de l'immigration ne sont regardées que dans la perspective nord-sud. On ne la regarde pas forcément dans la perspective sud-sud. Les Quinois, par exemple, à Pointe-Noire, ont une réputation assez terrible. Les scènes de pogrom qu'on a vues, par exemple, en Afrique du Sud, contre des West-Af, contre des Nigérians et tout là. Le Gabon met dans les charters chaque mois des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais. On n'en parle pas. Il y a eu une guerre comme ça aussi, assez xénophobe, en 89, j'avais 1 an, entre les Marocains, enfin les Mauritaniens et les Sénégalais. Voilà. Bon, dès qu'on inverse... Il y a 1 an, le Congo-Brazzaville a expulsé un tas de Congolais de la RDC parce qu'ils n'avaient pas de papier. Alors qu'au départ, c'est sur les mêmes ethnies. Hein. Il y a des gens qui ont été expulsés, leur village... frontalier. Non, c'est pas par frontalier, c'est que Brazzaville et Kinshasa, ce sont des villages. C'est un fleuve qui les sépare, mais ce sont des villages batékés. Donc quand on expulse un batéké du Congo-Brazzaville pour l'envoyer de l'autre côté, en fait on le prend de son village, on le met de l'autre côté. On le sait d'autant plus que notre dernière belle-fille, qui est de Brazza, on s'est demandé si les fiançailles de notre neveu allaient se faire. Et je peux vous dire que ça a été ma mamie. Et je voulais intervenir là, d'ailleurs, ça m'avait tellement touché, après la question aussi de la prostitution noire, capital économique du Congo, la manne pétrolière, beaucoup d'argent qui circule. Et donc j'avais fait un reportage dans le centre d'Asie, Action de solidarité internationale. J'avais fait un reportage sur ce centre-là qui essaie de récupérer les gamins mineurs et puis de les sortir un peu de la rue. Hier, Thalassa a fait un super reportage entre les Césars, de la télé française, happé par autre chose, mais c'était sur les enfants esclaves au Ghana. Des enfants esclaves au Ghana qui étaient vendus pris au Bénin, ils sont mis au Ghana pour aller travailler dans les plantations. Et voilà, et c'est pourquoi je parlais de géopolitique tout à l'heure. Au Ghana, c'était tragique. Il a fallu une mobilisation en France, une cotisation pour que l'enfant Joseph, après 8 ans d'esclavage, soit libre. Il est devenu esclave vers 7-8 ans. Il a retrouvé sa liberté à 16 ans. Il a été acheté à 20 €. Donc, si vous avez un peu de temps, vous pouvez regarder sur le replay. C'est déchirant. On regarde ça avec le haut le cœur pendant tout le reportage. Et beaucoup d'enfants des rues au Sénégal actuellement sont originaires de Guinée-Bissau. Donc au cœur, il y a aussi un trafic humain absolument détestable, quoi. Et on ne peut pas régler ce problème-là parce qu'on n'ose pas affronter la question religieuse. Et c'est ce que j'essaie de faire assez. Donc, chacun des portraits en fait c'est introduit par des titres simples. Portrait 8, orphelin, portrait Louis 4, néant. Il y a des Louis 10, obsession, parce qu'en fait c'est chaque jour en fait, qui correspond à un portrait, c'est ça, à un texte durant son séjour. Et donc l'intérêt aussi c'est ce Elgas qui rentre, qui redécouvre chez lui, qui redécouvre ses proches, parenthèse, on va faire une parenthèse sur l'écriture. J'avoue qu'au début, son écriture m'a gonflé. C'est très court. Au départ, j'avais l'impression que c'était un peu jargonnant. On a l'impression qu'il vient de sortir de l'Académie française et qu'il tient absolument à vous faire part de son excellente maîtrise de la langue. C'était, je vais dire, pendant les 20 premières pages, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, et c'est bizarre, après, on va dire, oui, c'est sa préface, on va dire cette note luminaire, et puis la préface qui est une espèce de lourdeur. C'est la préface qui, quand on lit la préface, c'est vrai, on se dit... Note liminaire. Note liminaire, c'est pas une préface, la note liminaire. La note liminaire est un peu déconcertante, parce que je me suis dit...
Qui est-ce? Pourquoi ça commence comme ça? Voilà. Qu'est-ce que- Coluche serait là, il dirait ça étale pas mal quand même de confiture. Et après, dès qu'on rentre dans les portraits, on a un dynamisme, tout en restant, mais vraiment, c'est une formation littéraire, je suppose. Non, je sciences politiques et communication, je suis journaliste et politiste. En tout cas, très Mais grande avec maîtrise. une grande appétence pour la littérature. Voilà, naturellement. très académique, très maîtrisé. Et quand on rentre dans les portraits, en plus de ça, on rajoute un côté très dynamique, très punchy et très moderne dans l'écriture. Je ferai un parallèle avec Mohamed Boubarsar, qui avait, lui aussi, il a dit, mais c'est très académique votre façon d'écrire et tout, qui était très belle. Mais là, je trouve qu'il y a un côté contemporain et enfin ça parle quoi, parce que le langage il est très maîtrisé, c'est super bien écrit, mais en même temps c'est très dynamique, hormis je dirais les 20 premières pages du début et la fin, l'essai qui redevient un peu plus lourd, parce qu'on est sur un exercice différent. Je peux poser Ouais, une c'est question. ça. Quand est-ce que tu as écrit ce livre exactement? Juste au retour de Non. ton séjour, est-ce que tu avais des notes? Oui. Est-ce que tu avais des... Comment tu l'as commencé? Alors, oui, j'aimerais quand même réhabiliter mes verbes. Bien sûr, le but c'est ça, c'est... Je reviendrai un peu plus tard. Je comprends ce que Je tu veux dire, m'évite mais du début. parce que voilà, j'aime tous les mots que j'ai écrits. Ah. Évidemment, En évidemment, exercice. sinon tu ne nous aurais pas laissé. Ah. Sinon, tu nous aurais pas laissé. Sinon, c'est sympa. Alors, j'ai écrit, je suis arrivé. Alors, il n'y avait aucun projet de départ. Je suis arrivé la première nuit à Dakar. 24 juillet, j'arrive. J'arrive pas à dormir toute la nuit. Ça, on a compris. Voilà. Donc j'arrive. Bon, il l'a dit, ici c'est pour raconter que les rues sont sales et que l'aéroport est mal organisé. Voilà, autant tenir en blanc. Voilà. Donc je vois ce qui se passe de l'aéroport, du trajet, happé par beaucoup de gens, et puis on arrive dans un quartier qui est le ventre mou un peu de la capitale, quoi. Voilà, le mix banlieue sénégalaise assez classique avec une forte densité. Et en fait, dans l'apathie générale, il y a un bâtiment qui oppresse. Bon, je suis pas très religieux. Voilà, qui oppresse, c'est la mosquée. La mosquée. C'était durant le Ramadan. Donc on arrive de 21h à 9h du matin, il y a du bruit continu. Et donc il parlait de Brazzaville, quelqu'un qui prend un mégaphone et puis qui gueule dans la rue. Au Sénégal, c'était deux types, à 4h du matin, pendant le Ramadan, qui font le tour du quartier pour dire levez-vous, parce que, allez, remplissez vos stocks de calories, parce que demain, c'est la privation. Bon, c'est la version locale des réveils, des alarmes. Bon, voilà. On demande pourquoi, on dit bah, c'est la tradition, on capitule, parce qu'on vient d'arriver. Donc voilà. Donc voilà. Et j'arrive pas à dormir, je me dis mais qu'est-ce que je fais? Je prends mon PC. C'est aussi simple que ça. Et je dis, ce qui me vient en premier en tête, c'est la chaleur, la moiteur. Voilà. C'est vrai que je suis en France depuis 4 ans, que j'ai vécu au Sénégal et tout le reste, mais bon, les contrastes, voilà, mon corps ne s'y habitue pas forcément tout de suite, quoi. Et donc j'ai dit chaleur suffocante, moiteur asiatique. Et là, parce que j'écris à l'instant, je trouve une musicalité à la première phrase, le reste me vient. D'accord. Et j'écris comme ça chaque nuit. Ah, Chaque nuit. Alors, je me retrouve, donc je rentre après un séjour de 20 jours au Sénégal, je rentre en France. J'avais 200 pages. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ces 200 pages? Voilà, je relis, ça ne me paraît pas forcément détestable, ça ne me paraît pas forcément jubilatoire non plus. Mais qu'est-ce que je fais? Bon, je fais lire à une amie. Si tu veux pas le publier, moi je vais l'envoyer. Je lui dis bon, je vais quand même faire quelques retouches, mais j'ajoute l'essai de fin, j'étoffe quelques portraits et tout le reste, et puis elle l'envoie elle-même, et puis on a une réponse positive. C'est un peu l'histoire. mais j'ai trouvé ça super mature. Honnêtement, j'ai posé la question comme ça parce que je me suis dit, bon, si j'ai bien compris, il a écrit ça, il avait 25 ans. Puis je regarde un peu autour de moi, j'ai que des gens qui ont 25 ans. Et je me dis, ah oui, quand même,
C'est pas tout le monde qui peut écrire comme ça, hein. Non mais véritablement. Je vais juste vous lire un des portraits qui est l'un des portraits les plus touchants. Je ne dirai pas toute l'histoire, il faudra le lire. C'est Nuit 5. Nuit 5 Abîme. Ça débute par Ndeye est morte il y a 2 ans. Ça n'a ému personne. Elle n'a eu ni deuil ni funérailles. Son corps a été empaqueté précipitamment après son dernier souffle et mis dans le coffre d'une voiture par sa famille. Inhumé au crépuscule, à l'heure de la retraite du soleil, dans un cimetière clandestin avec 5 ou 6 proches pour unique accompagnement vers Dieu. Ndeye avait 30 ans. Peut-être pas, je ne sais pas. Elle semblait habiter d'une jeunesse éternelle. Elle avait 2 ou 3 enfants, très jeunes, tous issus de pères différents, tous nés à la suite de grossesses non désirées, avec le refus obstiné des géniteurs d'accepter la paternité biologique. C'est comme ça. On dit fréquemment dans un langage par trop admis, c'est Dieu le vrai père. La justice impuissante ne saurait entreprendre aucune requête contre des pères irresponsables et enfouis après leur décharge séminale. Ndeye s'en accommodait, comme incertaine de reconnaître les vrais géniteurs de ses enfants, elle qui avait une vie sexuelle trépidante. Son instabilité affective la rendait fragile. Elle se taisait et endossait. C'était plus commode, c'était plus simple pour elle. Mais Ndeye n'était pas commune. Aucune autre ne la valait. Elle était belle, tyranniquement belle, exceptionnellement belle, irrationnellement belle. À la manière des esthétiques nubiennes qui émergent des rives du Nil, poignantes, captivant le regard d'un féroce coup de foudre. Gazelle au regard de miel, aérienne, distinguée, quoique fade, sans conversation, presque chrétienne. Ses charmes dominaient tout le reste. Elle avait les traits fins, le cil doux, le nez de très bonne tenue, les cheveux abondants, proportionnellement le cerveau peu flamboyant. Sa taille déliée, son geste gracile et ses rotondités bien dessinées sortaient de l'ordinaire et l'élisaient dans le somptueux carré des déesses terrestres. Ses yeux étaient puissants et francs, clairs et éclatants. Un lent et inaltérable appel à la contemplation. Cette femme était belle. Elle n'avait fait aucun séjour à l'école. Elle n'avait d'éducation que les ragots urbains des oisifs du quartier et quelques miettes de savoir qui traînassaient au gré du quotidien. C'est le début donc du portrait Nuit 5. Et c'est le destin d'une femme qui, on en a quelques-unes comme ça, qui se retrouvent parce que les pères, depuis déjà une génération, les pères se sont désistés, sont morts, se retrouvent une maison qui n'est faite que de femmes. Et qui n'ont donc très souvent pour seule manière de survie que de vendre leur corps. Et donc ça devient une espèce d'endroit comme ça de prostitution un peu plus ou moins caché, plus ou moins accepté. Et Ndeye, c'est la plus belle de cette maison-là. Et ça devient le potentiel économique de cette maison-là. Mais le plus terrible, moi, dans ce portrait-là, au-delà du fait qu'elles vendent leur corps, c'est le fait que, un peu crétine, c'est dur quand même, hein, un peu crétine. Hein. Bon bref, je pense que c'était ça, c'est que dans tout ça, c'est souvent des femmes qui ne sont pas éduquées et qui n'ont pas accès à des moyens de contraception. Ce qui fait que les enfants naissent, encore et encore, deviennent sont laissés à leur compte, de ce que j'ai compris, sont laissés à leur propre compte, et la misère entraîne la misère. Moi, j'ai compris que le chapitre avait pour but aussi de montrer ça, que on a déjà une situation compliquée, un père qui est en prison, des femmes, des filles qui vivent entre elles de prostitution, c'est déjà très difficile, et qui vivent en plus avec des enfants qu'il faut nourrir, qu'on abandonne un peu à eux-mêmes, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir, quoi. Parenthèse, je fais juste un lien avec ça. À la même époque. Voilà, c'est pas la même époque. Justement, le lien, c'est que Arjumand, donc la femme aimée, comment meurt-elle? Parce que ça, je peux le dire sans trahir Comment meurt-elle? C'est de grossesses multiples. Parce qu'on a une époque où il n'y a pas de contraception. Et ce qui se passe, c'est qu'un roi ou les nobles, ils ont des harems. Donc ils ne couchent jamais avec les mêmes femmes. Donc la femme, l'impératrice par exemple, ne donne pas son corps systématiquement à son mari. S'il a des besoins sexuels, il couche avec plein de femmes et des esclaves et autres. Or, Arjumand et Sachahan, eux, ils sont mariés d'amour. Donc, ils couchent ensemble. Et donc, systématiquement, elle tombe enceinte. Et elle a 14 grossesses. D'affilée. Hein. D'affilée. Et donc, dans une période. Ça l'intéresse même plus. Exactement. À chaque fois, elle a l'impression qu'à chaque fois qu'elle couche avec son mari, elle tombe enceinte. C'est ça. Et on est dans une période, évidemment, il n'y a pas de contraception.
Et donc, en fait, ce qui la tue, c'est que ça détruit son corps, le fait d'avoir, de façon aussi rapprochée, de multiples grossesses. Et on a l'impression que quand on lit, ou quand on voit simplement la situation là, si on se dit, mais attendez, on parle d'une période là où, justement, les gens n'ont pas accès à cette contraception-là, ou ben voilà. Ou alors c'est du gris-gris, on met la petite chaînette autour du rein pour dire que tu ne vas pas tomber enceinte, ou le corps est interrompu. Donc voilà, c'est vraiment, on a cette impression d'avoir stagné dans le temps, au moins sur l'aspect de la sexualité, entre arguments qui se passent dans, je sais pas, en Mésopotamie, je ne sais pas quand, et la situation sénégalaise. Il y a une... Mais ça revient fréquemment, moi je trouve, hein. C'est parce que tu en parles souvent. On entend souvent les enfants se multiplient, tu as beaucoup de références au fait qu'il y a beaucoup, les femmes ont beaucoup d'enfants, les grossesses, les femmes, les filles mères, etc. Ça revient beaucoup. Alors, c'est aussi quelque chose que j'ai observé sur place. Je vis dans mon environnement, tout simplement. On voit des filles de 15-16 ans qui sont enceintes et qui accusent donc un retard après au niveau de l'école et tout le reste. Les gens qui fréquentent même l'école quasiment que leurs enfants, c'est largement problématique. Alors, si on l'inscrit dans une perspective un peu plus globale et un peu plus grande, continentale, c'est qu'on parle souvent de vitalité démographique en Afrique. Alors, les projections depuis qui sont nombreuses disent bon, dans 50 ans, ce sera le continent en termes de démographie et tout le reste. Alors, est-ce enfin pour l'instant, avec les défis d'éducation, de la scolarisation, avec les défis d'emploi et tout le reste, c'est assez problématique. Parce que avec cette femme, 7 enfants par femme au Niger, même au taux de croissance de 3% ou de 4%, il est annulé par la démographie. C'est pourquoi cette croissance exponentielle dont on parle très très souvent, il y a un facteur démographique aussi important, c'est que nous n'arrive pas forcément à se traduire par un recul effectif de la pauvreté. Autant on fait de la croissance, autant dans la redistribution, l'effacement des inégalités, on est aussi dans des problématiques comme ça. Donc j'en parle pas juste parce que je l'ai vu, j'en parle parce que aussi une femme qui est obligée par exemple à 15 ans de supporter une grossesse, elle part avec des handicaps très présents dans la vie, pour se remarier, pour se réinsérer, pour se former, dans des environnements qui sont quand même assez démunis dès le départ. Tu parlais de pauvreté. Je vais encore faire une deuxième fois une tentative de réhabiliter ma note liminaire. Je commence en disant on ne soupçonne que très peu la providence cache la misère. Mère de tous les vices, voilà, couveuse de quelques vertus, garant d'un certain équilibre. En fait, c'est important pour moi de montrer, en fait, quand les gens sont habitués à la misère, quand il n'y a quasiment pas d'horizon de sortie de crise, que c'est dur, que ça les flagelle durement, ils prennent le parti de s'en accommoder dans une résignation et dans un fatalisme. Alors il y a un système D, il y a une économie parallèle qui s'installe, et finalement les gens sont confortablement assis. Les gens ne se révoltent plus. Il y a acte de démission, et puis on s'installe, je dis dans le livre, on s'installe dans une boue en vantant le confort. Voilà. C'était important de montrer ce côté pervers et ce côté très très pernicieux que la pauvreté installe. Alors, est-elle une cause ou une conséquence? Je pense que j'ai pris le soin de ne pas trancher parce que la question est très très large.